Des visages aimés, donc, puisque, comme vous le savez, effectivement, il y a un peu plus de 20 ans, j'étais dans cette salle, arrivant comme jeune conseiller principal d'éducation ici au lycée Descartes, où j'ai passé 6 années absolument fabuleuses. Donc merci de m'avoir permis de revenir et d'avoir croisé des visages amis. Je vais me présenter très rapidement pour vous expliquer un petit peu. Moi, je vais vous présenter ce qui s'est passé au lycée français de Valence, mais je vais aussi essayer de replacer cette expérience dans le cadre du débat qui nous intéresse aussi ce soir, qui est l'influence de la notation au moment des inscriptions dans l'entrée à l'université, les entrées dans l'enseignement supérieur. Et donc mon parcours va vous permettre de comprendre un petit peu pourquoi il y a une forme de spécificité française de l'évaluation, et que cette spécificité française de l'évaluation pose un véritable problème politique dans de nombreux pays. C'est un peu particulier, le Maroc n'est pas encore à ce niveau, j'expliquerai pourquoi. Donc après avoir été donc CPE ici, je suis un ancien enseignant de philosophie, hein, donc je vous rassure, moi aussi j'ai mis des notes catastrophiques et moi aussi j'avais des moyennes qui étaient très très faibles, ça, je vous le confirme, ça n'a pas changé. Ensuite, je suis devenu personnel de direction et j'ai fait essentiellement ma carrière à l'étranger, puisque j'ai été en poste à Mexico, à Prague et à Valence. Et donc je vais vous parler en fait de l'expérience valencienne, donc où nous avons effectivement lancé une expérimentation. Alors j'ai retrouvé, je ne vais pas reprendre tous les éléments dont a parlé André sur la constante macabre, j'ai retrouvé exactement les mêmes phénomènes qu'on peut rencontrer, avec un cas particulier qui n'a cessé de m'interpeller, c'est que dans le réseau espagnol, nous scolarisons 90% d'élèves espagnols, donc hispanophones à l'entrée dans l'établissement, et pour autant, les moyennes en langue espagnole étaient aux alentours de 8 ou 9. C'est-à-dire que ça fait quand même, on peut s'interroger, nous sommes dans un système français, c'est-à-dire qu'on est dans un enseignement d'une langue vivante étrangère pour des nationaux de la langue. On a une moyenne de 10. C'est un peu effectivement étonnant. Autre différence, mais qui est totalement culturelle, c'est qu'il y avait beaucoup plus de Martinez que le simple élève Martinez dont a parlé tout à l'heure André Antibi, et que fort heureusement, ils n'étaient pas tous comme celui qu'il a décrit. Donc, il faut que je vous replace la conjoncture espagnole qui est très particulière, et qu'on retrouve dans de nombreux pays européens, parce qu'il faut que vous sachiez qu'à l'heure actuelle, nos élèves des lycées français, dans de nombreux pays européens, éprouvent de grandes difficultés pour rentrer dans l'enseignement supérieur national. Alors ici, le problème se pose beaucoup moins parce que les élèves de la mission poursuivent encore majoritairement leurs études à l'étranger, en dehors du Maroc, et le Maroc, dans son système d'enseignement, est un système d'enseignement relativement proche du système français, notamment au niveau de son mode d'évaluation et de son mode de recrutement. Mais il faut savoir qu'en Espagne, le baccalauréat, le bachillerato espagnol, est un examen classant. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une sélection à l'entrée à l'université, et que cette sélection à l'entrée à l'université se fait à partir des résultats obtenus au bachillerato. C'est la note obtenue au baccalauréat qui se transforme en ce que l'on appelle una nota de corte, qui permet l'admission dans l'enseignement supérieur en fonction du résultat obtenu. Et dans la tradition espagnole, le bachillerato comprend l'examen terminal, qui est l'examen de la selectividad, qui compte pour simplement 40% de la note finale, et 60% de la note est le contrôle continu. Ce qui veut dire que pour les lycées français à l'étranger, pendant de nombreuses années, les lycées français d'Espagne, pardon, pendant de nombreuses années, le contrôle continu avait une importance capitale, parce qu'il fallait que nos élèves au niveau du contrôle continu ne soient pas pénalisés par rapport aux élèves espagnols. Vous le comprenez bien. André, fort justement, tout à l'heure, a parlé de l'Espagne comme étant un des pays qui pratique la constante macabre. Mais il y a une petite différence tout de même. C'est que la France est un des rares pays qui note sur 20. Il faut le savoir, hein, dans beaucoup de pays, on n'est pas sur des évaluations sur 20. Au Mexique, on note sur 10, sachant que la note éliminatoire est le 6. Ce qui veut dire que, en fait, l'évaluation, elle porte sur 5 points, de 6 à 10. Donc inévitablement, quand on a 5 points pour une évaluation, on n'a pas les mêmes écarts, les mêmes répartitions que l'on peut avoir quand on a 20 points pour l'évaluation. C'est le même cas en République tchèque. Sachez qu'on note à l'envers, on note sur 5 en République tchèque. On note sur 5 et à partir de 3, c'est non acquis. C'est-à-dire que les meilleurs, en fait, ils ont 1. Ce qui veut dire que, en fait, l'excellence, elle est à 1, mais évidemment,
le niveau d'excellence, il y a beaucoup plus d'élèves qui obtiennent ce 1 sur 5 qu'il y a d'élèves qui, dans le système français, vous en doutez, obtiennent un 20 sur 20. Pareil dans le système espagnol, à partir du moment où on note sur 10, l'excellence, elle se trouve à 9. Sauf que le nombre d'élèves qui obtiennent 9 est sans commune mesure avec le nombre d'élèves qui obtiennent, vous l'avez vite fait le calcul, 18 sur 20 dans le système français, ce qui reste quand même très très rare. Et donc on est confronté à un véritable enjeu politique parce que le paradoxe, il faut le savoir, c'est que, je vous rassure, le lycée Descartes est un lycée exceptionnel au niveau des résultats qu'il obtient, mais il y a d'autres lycées français à l'étranger qui sont dans cette démarche. Et en Espagne, on est sur les mêmes schémas un petit peu que ce que l'on retrouve ici. Je parle sous le contrôle de mon collègue, c'est-à-dire des 99% de réussite au baccalauréat et des 70% de mention chaque année. On est sur les mêmes cas de figure. Et pour autant, ces élèves ont du mal à rentrer dans l'enseignement supérieur. D'autant plus que le retour que nous avons des universitaires espagnols, c'est que quand ils ont ces élèves, ils disent qu'ils sont bien meilleurs que les autres élèves qui arrivent du système espagnol. Donc vous voyez, c'est véritablement un problème de reconnaissance des capacités. Donc nous avons, évidemment, vous comprenez bien qu'on n'est pas du tout dans le même contexte et que ce problème était un véritable problème politique sur l'ensemble de la péninsule ibérique et que donc a été pilotée une mission pilotée par le SCAC pour tenter de réfléchir sur de nouveaux dispositifs d'évaluation parce que les enjeux, vous le comprenez, étaient importants. Ce que j'ai oublié de préciser pour les enjeux, c'est que quelle est la stratégie d'un nombre important d'enfants espagnols? C'est qu'on scolarise les enfants dans les lycées français. Comme ça, ils apprennent de véritables méthodes d'enseignement, d'apprentissage et des connaissances qui leur permettront de bien réussir dans l'enseignement supérieur. Et à la fin de seconde, on les retire et on les met dans le système local espagnol, tout simplement parce qu'on pense qu'ils auront de meilleures notes. Ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Mais en fait, la difficulté qu'on rencontre, et c'est là que je reviens sur le PCC, c'est qu'on a des élèves qui arrivent en fin de seconde qui n'ont plus confiance en eux. Et qui n'ont plus confiance en leurs capacités et qui donc n'osent pas affronter les 2 dernières années du cycle terminal français, pensant que cela va les pénaliser. Donc on avait décidé d'un long travail sur l'évaluation, donc j'avais énormément déjà d'enseignants qui étaient dans, on va dire, dans des diversifications de modes d'évaluation, hein, c'est-à-dire qu'on n'était pas encore véritablement sur le PCC tel que l'a décrit André Antibi, mais on était déjà dans une démarche de réflexion qui était initiée sur l'évaluation, ses enjeux et les différents modes d'évaluation qu'on peut mettre en œuvre. Donc l'ambassade de France a fait venir André Antibi, ce qui a permis de légitimer ma position, puisque les chefs d'établissement le savent bien, et les collègues enseignants aussi. La légitimité pédagogique du chef d'établissement est à conquérir quotidiennement, et quand on a l'appui d'un collègue enseignant, qui plus est enseignant de mathématiques, ça facilite largement la tâche. Donc nous avons décidé de mettre en place, à titre expérimental, 2 classes de seconde en EPCC. Ce qui veut dire que tous les enseignants qui étaient volontaires ont décidé de pratiquer sur une année scolaire l'évaluation par contrat de confiance. Toutes disciplines confondues, à l'exception de lengua y literatura espagnole, tout simplement, langue et littérature espagnole, pardon, tout simplement, pourquoi? Parce que nous sommes avec des enseignants espagnols qui sont sur des niveaux de formation beaucoup trop éloignés encore de la formation à la française, et on est sur un autre travail de fond, et on ne voulait pas mélanger, si vous voulez, les 2 aspects qui auraient pu être contre-productifs. Donc sur une année, les enseignants, vous l'avez bien compris, étaient volontaires. Évidemment, nous n'avons pas imposé cela, et vous avez bien compris aussi que nous n'avons pas choisi les élèves. Hein. On a constitué 2 classes, c'est tombé sur les numéros, je me souviens, 1 et 5. Donc la seconde 1 et la seconde 5 étaient des évaluations par contrat de confiance, donc se retrouvaient dans la seconde 1 et la seconde 5 des élèves qui auraient pu être dans n'importe quelle autre classe de seconde. Ça, c'est important de le noter. Le plus difficile a été de convaincre les parents. Hein, puisque c'était des enseignants volontaires, donc ils étaient a priori déjà convaincus de se lancer dans l'expérimentation. Au niveau des parents, nous avons eu beaucoup de difficultés à les convaincre. Il a fallu dialoguer énormément, expliquer que les risques étaient très limités tout de même. Hein. Nous sommes avec les élèves dans les lycées français de l'étranger où je crois on peut se permettre d'expérimenter. Si on ne le fait pas là,
Point du part. Donc il a fallu les convaincre. Pourquoi? Parce que la crainte des parents, vous en doutez, c'était oui, mais est-ce qu'avec ce système d'évaluation, mon enfant aura les mêmes acquis à la fin de la classe de seconde que s'il avait été dans une autre classe de seconde? C'était l'inquiétude qu'il a fallu lever. Donc on a eu pendant une année ce dispositif. Alors je vais vous en donner les résultats très rapidement. Hein. Premier niveau, des indicateurs en termes de résultats chiffrés. Les moyennes, bon ça ne veut pas dire grand-chose, on a parlé des moyennes, et les moyennes générales, ça veut encore moins dire de choses, mais enfin c'est en termes d'indicateurs, il faut bien se rapporter à des éléments comme ceci. On avait jusqu'à maintenant dans les classes lambda de seconde du lycée français de Valence, des moyennes de classe aux alentours de 12,5, 13, voire 13,5. On s'est retrouvé sur les deux classes en enseignement par contrat de confiance, en évaluation par contrat de confiance, à des moyennes de 15, 15,5. C'est-à-dire qu'il y avait eu donc un gain de 2 points. Le gain a été surtout spectaculaire en mathématiques, en physique, en SVT. Beaucoup moins en français. Pourquoi? Parce qu'on le verra tout à l'heure dans l'analyse des enseignants, c'est la matière où ils ont éprouvé le plus de difficultés pour mettre en œuvre l'évaluation par contrat de confiance. Moins également en langue vivante étrangère, mais pour une autre raison, tout simplement parce que l'enseignement des langues vivantes étrangères depuis de nombreuses années se fait par l'évaluation par compétences langagières, complètement rattaché au cadre européen commun de référence pour les langues. Donc déjà, d'une certaine manière, les enseignants de langue vivante sont déjà dans cette logique d'évaluation par compétences qui se rapproche quand même par bien côté, et ça c'est peut-être une des bonnes nouvelles, c'est que quand même je pense que, et c'est en cela aussi que c'est intéressant peut-être pour les collègues, chefs d'établissement et enseignants, c'est que je pense que la mise en place de l'EPCC, qu'on peut adapter d'ailleurs dans chaque établissement, permet d'ores et déjà d'intégrer l'évaluation par compétences beaucoup plus facilement. Donc, les 3 matières, je vous les ai citées. Au niveau d'élèves en difficulté, bon, on est quand même dans des établissements où il y a en seconde, je suppose que c'est pareil ici à Descartes, peu d'élèves en difficulté. Hein. Je ne sais pas quel est le pourcentage de redoublement ici, mais on est généralement aux alentours de 5%, j'allais dire. On est dans ces zones-là, c'est-à-dire qu'on a de toute façon peu d'élèves en difficulté. On a vu donc une légère augmentation de ces élèves, de la note de ces élèves en difficulté, c'est-à-dire que pour ces élèves, on en avait quelques-uns aux alentours de 10 dans une classe de seconde normale, ils étaient plutôt à 11 ou 12, ceci par rapport à une classe normale. Ça, c'est les premiers éléments qui sont des éléments chiffrés. En termes d'orientation, on n'a eu aucun désaccord avec les familles. C'est-à-dire qu'il y a eu, dès le 2e trimestre, aucun parent a convoqué. On était sur accord complet entre les vœux des familles et des élèves et les décisions provisoires, les avis provisoires du conseil de classe du 2e trimestre. Ça s'est confirmé au 3e trimestre. Sans que pour autant, pardon, je vais approcher le micro, sans que pour autant, il y ait eu, ce qui était une des craintes de certains collègues enseignants, un afflux massif vers la série scientifique. Non, on a retrouvé en termes de pourcentage d'orientation ce qu'on retrouve dans l'ensemble du lycée français de Valence. Hein, c'était la géographie de l'établissement, j'allais dire, puisqu'on est sur cet établissement à peu près 55% d'élèves qui sont en S, 35% en ES et un petit 10% restant en série littéraire. On a retrouvé exactement ce pourcentage en termes d'évaluation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un afflux massif vers la série littéraire. Il y a eu, au contraire, les enseignants en parlaient, un enrichissement du dialogue avec les élèves et un véritable travail d'orientation. Comme si, d'un seul coup, à partir du moment où la confiance est restaurée, l'orientation devient plus facile. Ça, je pense qu'il faut en être persuadé. Et qu'un élève à qui un enseignant déconseille d'aller dans une série particulière, alors que pour autant il a une note de 14, je peux vous assurer qu'il est beaucoup plus écouté que quand il a une note catastrophique. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est le cas. Tout simplement parce que la confiance a été... On est dans une relation de confiance, tout simplement. Donc, quand l'enseignant de mathématiques allait voir un élève en lui disant « Tu sais, tu as envie de faire ES, en fait, tu as fait S, pardon, tu as vu ta note, certes, elle n'est pas mauvaise, tu es à peu près à 13,5, mais rappelle-toi comment tu l'as obtenue. Hein, rappelle-toi comme ça a été difficile pour toi. Rappelle-toi que sur les questions, les fameuses questions à 4 points, qui sont bien souvent des questions qui font plus